Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Au menu cette semaine, le numérique, quelles opportunités pour les femmes. Grandes utilisatrices du web et des réseaux, elles n'en sont pas moins sous-représentées dans l'emploi. Femmes digitales, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, Polyclick, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, la sénatrice Laurence Rossignol. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par Marie Brémond. C'est le premier conflit armé annoncé par Twitter. Via le compte de l'armée de Tsahal, Israël a ainsi annoncé l'offensive sur la bande de Gaza, nommée pilier de défense. Et depuis, la guerre se poursuit sur les réseaux sociaux en direct. Chaque frappe, chaque cible est ainsi dévoilée. L'armée israélienne espère gagner sur le terrain de l'offensive médiatique et n'hésite pas à interpeller les journalistes français. Ainsi, Tsahal oriente les médias vers son compte en français. Du côté des Palestiniens, l'omniprésence sur la toile est bien moindre. Mais tout de même, depuis le début de ce nouveau conflit, le compte Twitter des brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, se répand et répond aux menaces israéliennes. La guerre d'information, version 2.0. GIF. Cela ne vous dit peut-être rien, quelle que soit la prononciation, et pourtant vous en côtoyez quotidiennement. Les GIFs, ou littéralement en anglais, les Graphics Interchange Format. Le GIF, donc, est un format de fichier image qui peut en comporter plusieurs. Résultat, une animation répétée. Très tendance dans les années 90, les GIFs étaient tombés aux oubliettes, considérés par les geeks comme trop kitsch et dépassés. Mais c'est leur grand retour et les GIFs animés fleurissent sur les blogs consacrés à la vie professionnelle. Pour preuve, le dictionnaire d'Oxford américain a élu le GIF mot de l'année. Ce format dont on fête les 20 ans a même un festival qui lui est consacré. À GIF sur Yvette, avis aux amateurs. Il paraît que la nostalgie Nicolas Sarkozy est dans l'air du temps. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Josh Stanley chante la gloire de l'ancien président et ça cartonne. Plus d'1 million de vues sur YouTube pour cette chanson. Monsieur le Président, les Français sont pas contents, faut changer le gouvernement. Josh Stanley vient d'avoir 16 ans et déjà il a le blues de Sarkozy. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Laure de Cailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de mytourmanager.com, un portail qui met en relation des groupes de musique avec des organisateurs de concerts. Et vous nous parlerez notamment tout à l'heure de votre expérience. Natacha Kester-Séméon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Digital Imarginal. Vous êtes blogueuse. Vous êtes tombée dans le net, dans la marmite du net quand vous étiez petite et vous avez fondé le groupe de réflexion Girl Power 3.0. Bienvenue. Enfin, Benoît Thiolin, vous êtes directeur de l'agence web la Net Squad et vous êtes aussi un habitué de la Politique c'est net. Alors, une petite réaction à ce Weborama et notamment au fait, donc, Natacha, que Tsahal ait ouvert un compte Twitter et communique donc sur l'opération qui est en cours. C'est plutôt nouveau. Je crois que c'est normal. De toute façon, dans la guerre, il y a toujours eu de la guerre de l'information. Et c'est important de pouvoir, chaque partie, communiquer. Mais le problème aussi, c'est de vérifier, d'avoir des contre-informations qui circulent de partout et des images aussi très choquantes. C'est l'un des problèmes, je pense, de la communication de guerre dans les réseaux sociaux. Mais c'est quand même plutôt nouveau que, comme ça, un organisme ouvre un compte Twitter et interpelle les journalistes. Hein, parce qu'en fait, dès qu'on tweete un article en lien avec le conflit israélo-palestinien, Tsahal nous interpelle directement. Oui, Twitter est devenu un terrain de campagne pour les armées. Et effectivement, elles ont souvent, ces armées, en temps de guerre en tout cas, été parmi les plus innovantes. En réalité,
à se servir des derniers supports. On en se souvient peut-être, c'est un peu loin, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation du cinéma, les liens entre l'armée américaine, le Pentagone et Hollywood. Tout ça sont des choses assez anciennes. Et puis, peut-être une spécificité quand même israélienne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis déjà assez longtemps, les porte-paroles sont souvent des femmes qui s'adressent au public et qui sont dédiées effectivement à une langue. Et ce qui est très très fort dans cette démarche, c'est qu'effectivement, à chaque communauté linguistique, il y a un community manager attitré. Et son originalité, c'est pas simplement qu'il déverse des informations, mais effectivement qu'il répond et même il l'interpelle. Et alors sur le triomphe des gifs animés, vous aimez bien ça, vous, Laure ? Ah, les gifs animés à GIF sur Yvette, surtout, c'est quand même assez rigolo. Non, moi, ce qui m'a fait réagir, c'est sur le buzz qu'a créé cet artiste, justement, avec la chanson sur Sarkozy, ce qui montre encore que YouTube est encore au cœur de la découverte musicale aujourd'hui en France. C'est d'ailleurs le premier média d'écoute aujourd'hui de la musique, et on arrive encore une fois à générer un trafic assez incroyable avec des artistes qui ne sont pas forcément les plus grands talents de demain, mais vous qui... le prendriez, vous, dans votre escarcelle ? Je ne pense pas, mais... Faut qu'il fasse quelques progrès encore. Il va falloir qu'il fasse quelques progrès. Sur les gifs animés, je rêverais Benoît. de prendre le RER et d'aller à GIF sur Yvette pour le prochain festival. J'en avais déjà entendu parler, effectivement. Alors, on parlait de chansons. Elle ne chante pas, du moins pas en public, mais elle gazouille. Féministe à la fibre écolo, la sénatrice socialiste de l'Oise tweet à l'envi et même dans l'hémicycle. Portrait numérique de Laurence Rossignol, c'est le 2e numéro de Polyclic. Je ne suis absolument pas Facebook. J'aime pas le système Facebook, d'espèce de mélange total de vie privée, de vie publique. C'est fréquemment Facebook vous interpelle, vous relance. Chez Facebook, on se sent client. Chez Twitter, on se sent libre. Twitter, c'est comme un attaché de presse. Twitter a l'avantage, parce que moi je suis suivie par beaucoup de journalistes, de me donner l'occasion de parler en 3 secondes à plusieurs dizaines de journalistes qui eux ensuite vont reprendre, utiliser, rappeler, m'envoyer un message caché pour me dire est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà, il y a un petit côté bureau de la communication maison avec Twitter. Et puis c'est tout ce que on ne peut pas dire soit de manière publique, on n'a pas forcément l'opportunité ou la tribune pour le dire. Il y a plusieurs types de Twitter. Il y a ceux qui sont un peu, moi j'appelle les tweets Pravda. C'est ceux qui tweetent la parole officielle et qui sortent jamais des clous. Et puis il y a ceux qui font preuve de sens de la répartie, d'un peu de causticité, d'un peu d'insolence. La difficulté de Twitter, c'est qu'il faut trouver la bonne distance entre un peu de personnel et pas d'exhibition. C'est toujours un peu, vous connaissez ce film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, dans lequel il faut rivaliser de bons mots à la cour et on peut tomber sur un bon mot raté. Twitter, c'est un peu pareil, hein. C'est un petit côté ridicule, il faut faire preuve d'esprit et en même temps, on chute sur un mot d'esprit qui n'atteint pas sa cible. Il m'est arrivé une fois un accident de tweet. Tous mes brouillons sont partis. Voilà, j'étais en train de bidouiller dans mes brouillons et peut-être 15 brouillons sont partis en rafale. Donc j'ai passé un bon moment à les effacer derrière. Et évidemment, comme il y a des gens qui vivent le nez sur Twitter, tout de suite ça s'est vu. Il n'y avait rien de grave, mais j'ai quand même là un peu eu peur. Il m'est arrivé de regretter d'avoir dit, quand je m'en étais pris à un journaliste qui interviewait Fleur Pellerin un matin sur Europe 1, et l'interview était odieuse. Et j'avais dit, mais c'est quoi ce misogyne qui sévit à 8h en ce moment sur Europe 1, il faut le virer.
Et après, j'ai regretté le faut le virer. J'ai quand même regardé ce que disaient les journalistes, parce que je me suis dit, c'est quoi un politique qui demande qu'on vire un journaliste, quoi. Voilà, c'est les 2 fois. Puis après, il y a la troisième étape, c'est les tweets repris dans la presse écrite. Ou les tweets qui passent à la télé pendant les émissions. Ça, c'est la gloire du tweet, ça. Mais bon, il y a un côté assez narcissique avec les tweets, dont il faut quand même percevoir la limite, quoi. Enfin, voilà. Réaction, Natacha, entre les politiques tweetos qui sont Pravda et puis ceux qui essaient de faire de l'humour. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir la possibilité de voir le processus de création de lois, les débats politiques, de pouvoir interagir avec les élus directement quand ils répondent. Et ceux qui sont les plus actifs, ils participent au processus démocratique et rendent le débat plus intéressant. Benoît, sur le portrait de... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très très justes et peut-être que ce qui reflète en fait cette intervention et la pratique qu'elle en a elle-même, c'est la diversité en fait des usages autour de Twitter. Et je pense que c'est ça qui en fait aussi son intérêt. Elle en a cité quelques-uns. Il y a le côté Pravda qui est pas complètement nul, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Il y a le côté démocratisation d'un outil de dialogue avec les journalistes et la presse en particulier. Elle le dit, on n'a pas besoin d'avoir son agence d'attaché de presse, de certaine manière on l'a. Il y a la conversation, elle en a parlé énormément. Il y a les traits d'esprit et l'humour, c'est une évidence que c'est un levier extrêmement important. Et puis il y a ce dont elle a un petit peu moins parlé et dont parlait Natacha, c'est effectivement ces nouveaux types d'échanges qui permettent effectivement d'amorcer une forme de débat ou de dialogue avec des parties prenantes qu'un député par exemple comme le Lionel Tardy fait extrêmement bien. Alors elle tweete aussi dans l'hémicycle. Hein, elle le fait aussi effectivement, elle n'en a pas parlé là. Et il vous est arrivé, à vous tous autour de cette table, d'avoir des accidents de tweet où vous vous dites aïe aïe aïe. Ah non, heureusement, ça m'est pas encore arrivé. Mais les DM fails, c'est vrai que c'est un peu l'inquiétude de savoir si... Donc les messages privés qu'en fait on publie en public, ça vous est jamais arrivé, vous, Natacha? Non, non, Il n'y a non. que Éric Besson. Mais c'était très bien rattrapé. Il l'avait fait avec humour. Ça, c'est un élément important. Ne jamais oublier l'humour. Place maintenant au club des gazouilleurs. Où sont les femmes si elles sont des grandes utilisatrices du web et des réseaux sociaux? Les femmes demeurent sous-représentées dans les emplois des nouvelles technologies. Et pourtant, Internet présente de nombreux débouchés, nouveaux usages, développement de nouveaux métiers, création d'entreprises. Le numérique, quelles opportunités pour les femmes? C'est le débat du club des gazouilleurs. Alors si on commence par quelques chiffres, c'est des chiffres qui datent de 2011, hein, vous allez peut-être me reprendre. 49% des femmes en France sont des internautes. Internet est donc quasi paritaire, mais qu'est-ce qu'elles vont chercher sur Internet, Natacha? Alors sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'au niveau mondial, les femmes sont majoritaires sur plusieurs types de plateformes, dont Twitter, dont Facebook, dont les plateformes aussi professionnelles, oui. Et ça, déjà, c'est un élément très important, c'est de ne pas oublier que les femmes sont quasi majoritaires, voire majoritaires. Et on en parle peu, c'est-à-dire on a toujours l'impression que c'est un monde masculin, de geeks, que les blogueurs influents sont des hommes, etc. Or, les femmes pèsent beaucoup, notamment dans tout ce qui est e-commerce, achat en ligne, recommandations, c'est très important. Savoir que la conversation est générée beaucoup par les femmes et que quelque part, elles ont aussi un peu de pouvoir sur le net. Donc il faut en prendre conscience. Non, c'est très juste. Si on regarde un tout petit peu quelles sont les grandes communautés très structurées sur Internet, parmi celles-ci, un certain nombre d'entre elles sont très majoritairement celles de femmes. Je pense par exemple à la santé. Les communautés sont hyper structurées et évidemment les femmes y sont très présentes. Je pense aux loisirs créatifs. Donc il y a comme ça tout un certain nombre de choses qui sont beaucoup moins vues. On est beaucoup moins dans l'élite de la blogosphère, souvent un peu politique, journalistique. En revanche, dans cette pyramide, dans cette base, en fait, les femmes ont toute leur place. Et vous, Laure de Cailly, qu'est-ce que vous observez sur les usages féminins du web? Justement, c'est les usages qui ont évolué. Il faut savoir qu'Internet, à l'époque, c'était des réseaux et du code. Donc, c'était quelque chose qui était réservé à une élite de codeurs, de développeurs informatiques. Et avec Internet qui s'est positionné plutôt comme un nouveau média, effectivement, avec des réseaux sociaux où on peut partager des informations, les femmes ont, je pense, ont pu prendre un peu plus le pouvoir, effectivement, avec ces nouveaux services et ces nouveaux réseaux sociaux. Puisque les femmes, je pense, sont très à même à communiquer et sont très fortes dans les métiers de communication et de service. Donc Internet a pu les aider à prendre un petit peu le pouvoir là-dessus. Et Natacha Kester-Séméon, est-ce qu'elles sont toujours autant blogueuses? Parce qu'on se souvient de l'explosion des blogs et on avait parlé ensemble il y a quelques années de la blogosphère féminine. Est-ce que ça existe toujours, ça? Oui,
Oui, ça existe, mais je pense que c'est beaucoup plus, j'allais dire, fluide et liquide. Et l'élément intéressant, c'est de se dire que la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est plus une société, moins une société de rapport de force, c'est plus une société de flux. Et donc, ce qui veut dire, c'est de la conversation, c'est aussi les compétences, et c'est moins besoin de dire, moi, je suis le plus fort. Ça, c'est un élément très important. Absolument. Et donc, on est moins dans l'époque des gorilles et des cavernes. Il faut se rendre compte de la société dans laquelle on vit. C'est vraiment une société, j'ai dire, de l'immatériel. Et ça, les femmes ont tout leur rôle à jouer. Alors, sur les blogs, certaines blogueuses ont fait de leur blog leur activité professionnelle. C'est le cas de Marlène Schiappa qui a fondé le portail Maman Travail, un site d'échange d'infos pour les mères actives. Elle fait également partie avec Leslie Savica de l'association Parole de Maman. Marie Brémaud les a rencontrées. Elles connaissent la toile comme leur poche et surfent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Leslie et Marlène sont des actrices du net, comme désormais de nombreuses femmes en France. Elles se retrouvent cet après-midi dans les locaux de Parole de Maman pour préparer une conférence sur le sujet. Il y a énormément de blogueuses qui ont commencé à faire des blogs de maman. Elles avaient un boulot qui n'avait rien à voir. Elles étaient comptables ou secrétaires ou je ne sais quoi. Et de par leur blog, elles se sont fait repérer et elles sont devenues des blogueuses professionnelles, des journalistes, des auteurs de livres sur la maternité, la grossesse, etc. Des expertes digitales dont les rangs grossissent et qui, au fil du temps, ont su monétiser leur expérience. Leslie les appelle les Influent Mums, les mamans influentes. Qu'est-ce qu'une influenceuse? C'est une maman qui est addicte des réseaux sociaux et de la toile numérique. C'est une personne qui aime partager et qui va en fait être créatrice de tendances sur le web. À savoir, elles font un petit peu la pluie et le beau temps. Si elles vont avoir un coup de cœur, généralement ça peut buzzer grâce à elles. Et au contraire, s'il y a un produit qui leur déplaît et si elles se passent l'information, ben, ça peut débuzzer. Être blogueuse maman, ça pourrait même être un label en fait. Parmi ces Influent Mums, il y a donc Marlène Schiappa, trentenaire, mère de 2 filles. Même au boulot, couche, enfants et biberon ne sont jamais loin. Elle a créé son site mamantravail.fr en 2008. Il y a une facilité dans le web qui est qu'on peut plus facilement concilier sa vie, sa maternité finalement et sa vie professionnelle parce que pendant le congé maternité, il arrive qu'on soit alité et dans ces cas-là, le web apparaît comme quelque chose de facile puisqu'on peut rester chez soi tout en travaillant et on sait que c'est 80% des tâches ménagères sont accomplies par les femmes d'après le laboratoire de l'égalité et 94% il me semble des congés parentaux sont pris par les femmes. Donc traditionnellement, malheureusement, c'est plus souvent les femmes qui restent à la maison. Pour Marlène, l'aventure du net lui a permis de s'épanouir professionnellement et d'entreprendre. Je pense que ça libère plein de femmes comme moi qui font partie des classes moyennes et qui ont eu des problèmes de mode de garde ou des problèmes de conciliation vie pro, vie perso et pour qui Internet initialement c'était un plan B et un pis-aller et pour qui c'est devenu une vraie vocation et quelque chose effectivement, comme dit Isabelle Juppé dans son livre sur la femme digitale, qu'on est devenues des actrices du web et pourquoi pas des magiciennes, soyons fous, qu'on a transformé quelque chose finalement en faisant une activité professionnelle. Oui. Une réaction, Benoît Thiolin, à ce reportage sur ces mères actives et comme quoi le web permet de concilier l'aspect maman et boulot? Je pense qu'effectivement, c'est probablement dans le changement que ça opère dans le travail que les femmes, probablement, ont le plus à se saisir de ces nouveaux outils. Au fond, la capacité qu'on a à pouvoir rester un peu connecté tout en n'étant pas nécessairement sur son lieu de travail, le télétravail lui-même, l'assouplissement, au fond, dans les modes de relation qu'on a au travail, tout ça, ça favorise les femmes qui, souvent, sont frappées par ce qu'on appelle la double vie. Et c'est plus facile, je pense, d'avoir, entre guillemets, une double vie dans le monde digital que dans le monde qu'on est en train de progressivement quitter. Natacha, le cas de Marlène n'est pas isolé. Non, pas du tout. C'est le fait aussi de pouvoir travailler effectivement pendant la grossesse et surtout aussi d'avoir du temps partiel, c'est-à-dire d'avoir une petite activité à côté, comme disait Marlène, un plan B qui devient le plan A. Là, c'est quand ça se passe bien, c'est l'effet un peu magique du net. Ça arrive à certaines, c'est-à-dire l'idée d'avoir une petite activité qui devient vraiment une activité majeure dans sa vie. Le fait de pouvoir mélanger, de pouvoir travailler d'un lieu ou d'un autre. Maintenant, avec la mobilité, on est avec ses tablettes, on peut suivre sa communauté, on peut diriger même parfois son entreprise en étant en déplacement. Tout ça, c'est des nouveaux modes de travail et les femmes vraiment devraient se saisir un maximum de ces opportunités-là parce que, encore une fois, ça ouvre les portes.
Et alors, on disait tout à l'heure que les femmes étaient des grandes utilisatrices des réseaux sociaux, du web, mais finalement, on s'aperçoit qu'elles sont assez sous-représentées dans l'emploi. D'après Syntec Numérique, qui est une sorte de chambre professionnelle, il n'y a que 25% de femmes dans les entreprises du numérique. Alors, comment expliquer cette sous-représentation ? Je pense qu'il y a un élément, c'est le changement de mentalité. C'est très important, les rôles modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont cadres, qui sont entrepreneuses, qui dirigent certaines entreprises. Il y a des cas aux États-Unis avec Maïssa Meyer, par exemple, pour Yahoo, qui est une référence. C'est de se dire qu'il y a des femmes qui dirigent les entreprises et aussi de voir les côtés positifs pour l'économie. Mais surtout, au niveau de l'école, c'est là où il faut faire un travail de fond sur ces questions-là. C'est-à-dire que les filles, en général, sont meilleures en sciences et aussi savent programmer. Elles se dirigent assez peu vers les sciences. Alors, c'est quoi? Il faut... Tout à fait. Il faut travailler, faire un travail de fond au niveau de l'éducation et surtout de se dire qu'il y a des possibilités et qu'on peut s'épanouir professionnellement dans ces nouveaux métiers. Il y a des métiers de community manager, de développeur, de concepteur de services, de direction de projet. Il y a encore assez peu de femmes développeurs. Ça change quand même. Si on Oui, regarde on est les derniers chiffres, ouais. il y a une augmentation qui est beaucoup plus forte aujourd'hui dans les métiers d'ingénieur, de codeur, on pourrait dire, chez les femmes que chez les hommes. Donc ça change. C'est probablement aussi dû au fait qu'il y a une tension sur ce marché et du coup il y a un appel des femmes vers ces types de métiers. Et puis, il y a un peu aussi le fait, et à mon avis, c'est une des perspectives très très fortes, que le digital se réduit pas du tout au code. Et que le digital, en fait, c'est aussi beaucoup le social. Et là-dedans, dans cette connexion à la société, dans cette compréhension, dans cette valorisation, à mon avis, beaucoup plus forte de la relation à l'autre, je pense que les femmes ont des atouts que les hommes peut-être n'avaient pas et qu'elles sont en train de regagner le terrain perdu. Alors justement, Laure de Cailly, vous avez fondé, je le disais en préambule, mytourmanager.com il y a un an à peu près, c'est ça ? Oui. Quelle est votre expérience? Est-ce que vous avez eu des freins dans la création de votre start-up? Comment ça s'est déroulé? Les freins, il y en a évidemment quand on crée une entreprise. Après, moi, je ne l'ai pas ressenti en tant que femme, je l'ai senti en tant que créateur d'entreprise. Donc, c'est-à-dire quand on crée une entreprise, c'est quand même très compliqué. Il y a des démarchages à faire, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est des choses qui prennent énormément de temps, qui sont très chronophages et qui peuvent faire peur. En fait, je pense à beaucoup de gens. Alors, ça peut faire peur à des hommes et à des femmes, mais je pense que ça fait plus peur, effectivement, ça peut plus faire peur à la gente féminine qui est effectivement dans un contexte de société où elle doit gérer effectivement une espèce de double vie. Comment on fait pour gérer le travail, les enfants, etc. Et donc je pense que c'est juste une question de peur. Il y a des freins psychologiques alors? C'est pas franchement des freins psychologiques. Après, c'est vrai que mon expérience à moi, je viens du milieu de la musique. C'est déjà un milieu, quand on pense management musique, on pense garçon, mais est-ce que c'est un milieu d'hommes? Il y a beaucoup de femmes dans la musique. Pas des artistes, il y a beaucoup de femmes dans la musique, mais qui ont des postes généralement liés à la promotion, à la communication et au marketing. Des postes de direction dans la musique, il y en a très peu, voire quasiment pas, puisque aucune femme, à part une directrice de label chez Warner Music à qui je pense, mais aucune femme dirige des labels en France, aucune femme est à la tête de boîtes de production de spectacles, par exemple aussi. On est vraiment très très minoritaire en tant que femme dans la création d'entreprises et notamment sur le réseau de la musique, évidemment. Et donc, vous sentez que ça bouge un peu ou... C'est en train un petit peu d'évoluer, mais c'est surtout c'est un petit peu plus dur parce qu'en termes de légitimité, en termes de crédibilité, on a l'impression qu'on doit faire 2 fois plus. Parce qu'on se retrouve très régulièrement face à des auditoires, face à des partenaires qui sont quasiment exclusivement masculins. On peut se poser des questions aussi de temps en temps, savoir si les gens s'intéressent à nous pour notre projet ou parce qu'on est une femme et donc comme on est une minorité, on génère un petit peu de curiosité aussi. Donc au départ, c'est un petit peu compliqué de trouver sa place, mais je pense que les choses effectivement évoluent aussi et même dans le milieu de la musique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Justement, sur les évolutions, on les a un peu évoquées, mais depuis le temps que vous êtes dans le web, Natacha. J'allais dire que ce qui est très important, c'est de se relier à des communautés. Et il y a de plus en plus de réseaux féminins d'entrepreneuses par thème ou pas nécessairement. Et c'est de partager des expériences, c'est de voir quelqu'un qui a plus avancé dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, qui a aussi essuyé les plates, qui a aussi eu des échecs. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas assez. C'est qu'on apprend beaucoup de ces échecs aussi. Et qui va partager avec vous, qui va vous dire, voilà, moi j'ai fait comme ça, etc. Qui va vous connecter avec des gens. Donc, il faut partager l'expérience, c'est l'élément principal. Vous êtes à la tête de la Net Squad, Benoît. Il y a combien de femmes qui travaillent dans votre On a fait entreprise? des stats il n'y a pas très longtemps. Je ne les ai pas préparées pour l'émission. On est à plus de 30%. Dans quel type de alors, métier? c'est vrai que si on y inclut évidemment les métiers de type community management, conseil, etc. En revanche, j'étais très très fier de pouvoir recruter une développeuse et une intégratrice, ce qui quand même nous porte à des ratios qui sont assez uniques en fait. C'est vrai qu'il y a encore peu de femmes qui viennent, mais c'est des candidatures qu'on voit fleurir alors qu'il y a 4 ou 5 ans, il n'y en avait pas du tout. Vous avez aussi animé Désir d'avenir en 2007, que ce soit en 2007 ou en 2012.
les staffs de campagne, et notamment de la nette campagne des différents partis politiques, à chaque fois, c'est des garçons. Hein. Oui, c'est vrai, mais il vous aura pas échappé. Et d'ailleurs, ça me permet de lui rendre hommage que je serais probablement pas à cette table aujourd'hui si Ségolène Royal n'avait pas lancé ces débats participatifs et Désir d'avenir. Et c'était une femme. Et c'est pas sans lien avec le sujet, parce que je pense que l'espèce d'appétence qu'elle avait pour les questions de société et aussi le fait que je crois, pour les avoir vus, que les femmes politiques sont souvent beaucoup mieux connectées à la société, mais pas au sens numérique du terme, était une des raisons qui a fait qu'elle a senti qu'il y avait un besoin de débat et qu'Internet pouvait jouer un rôle là-dedans. Donc, vous voyez, peut-être qu'effectivement, dans les équipes, c'était moins le cas, mais moi, ma plus grande patronne a été une femme, et puis je crois que notre ministre numérique aujourd'hui aussi est une femme. Donc, oui, vous voyez. C'est quand même important. Le problème des femmes dans le numérique, c'est en fait le problème des femmes sur le marché du travail de manière générale. C'est comment on arrive à établir une certaine forme de parité dans ce secteur-là. Alors sur l'entrepreneuriat, c'est un petit peu différent, mais on peut parler des femmes aussi du numérique qui ont des postes à responsabilité. Je pense à Free par exemple, ou dans ce genre de structure. Et donc voilà. Alors la parité, bon, c'est un sujet en tant que tel. Moi, je dirais plutôt que c'est le fait que les femmes qui soient plus arrivées, qui ont avancé dans leur carrière, regardent un petit peu derrière elles et puissent avoir un peu de solidarité. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de groupes de réflexion, de réseaux. Vous avez donc créé Girl Power 3.0. C'était ça l'objectif? Absolument. Alors moi, j'avais l'occasion d'être invitée à certains événements politiques et j'étais malheureusement une des rares femmes, parfois même la seule. Et je trouvais que c'était un vrai problème. Donc déjà, il y avait un côté humoristique au départ avec notre nom Girl Power 3.0, parce qu'on n'était pas 2.0, on était déjà dans le futur. Et puis là, on va créer aussi un prix l'année prochaine. Là, on se réunit maintenant à l'hôtel UTCA. Et notre club, c'est vraiment une idée de partager des expériences. On a par exemple Catherine Barba, Michel Fitoussi qui va diriger le prix. Michel Fitoussi du magazine Elle. J'ai cofondé le club avec mon associé et aussi ma mère dans la vraie vie, Tatiana F. Salomon. Et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir échanger. Mais on a aussi reçu des hommes. Hein. Benoît est venu d'ailleurs. Je témoigne. Vous reviendrez, Benoît. Si c'est une invitation, je l'accepte immédiatement. Et Laure aussi, j'imagine. Tout à fait. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des initiatives comme ça pour promouvoir le numérique pour les femmes. Alors avant de refermer le club des gazouilleurs, je vous recommande l'expo photo. Quelques femmes du numérique. Olivier Ezrati a photographié près de 200 femmes actives dans ce secteur. L'objectif, sensibiliser les femmes au numérique. C'est une expo à découvrir à l'espace Soleil Cowork à Paris. Vous pourrez voir la photo de Natacha Kester-Séméon et aussi de Laure Descailly. Et pas vous, Benoît, par définition. Et Caroline. Et oui, il faut le dire aussi. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude. Alors j'imagine que sur le plus, ce qui a fait débat, c'est le psychodrame de l'UMP, non? Bien sûr, c'est l'élection et puis surtout la situation totalement ubuesque à l'issue des résultats le soir du premier tour, le dimanche 18 novembre, puisqu'il y avait non pas un, mais deux vainqueurs. Alors au final, c'est Jean-François Copé qui l'emporte, mais d'une courte tête, avec seulement 98 voix d'avance, ce qui n'est pas une victoire très glorieuse. Alors au final, on a un peu l'impression qu'il y a plus de perdants, Aude, que de vainqueurs. Oui, quand on lit l'ensemble des réactions sur le plus, on lit d'abord de l'amertume de la part des sympathisants de l'UMP et de droite en général, qui sont un peu gênés de l'image qu'a donnée leur parti ce soir-là, et puis la déception, voire même un constat d'échec sur l'avenir de leur parti et la capacité de l'UMP à tenir l'unité entre les différents courants. Et du côté de la gauche, on a bu du petit lait, comment ça s'est passé? Écoutez, on s'attendait à les voir monter au créneau et finalement, publiquement, ils sont restés assez mesurés, probablement parce qu'ils avaient encore en mémoire le congrès de Reims de 2008 où, souvenez-vous, Martine Aubry a été accusée d'avoir volé la victoire de Ségolène Royal. Au final, il y a quand même quelques vainqueurs, non? D'abord, il y a Jean-François Copé, quand même. Et lui, on peut dire qu'il est doublement vainqueur, déjà parce qu'il a gagné au score final, et puis surtout parce que les sondages le donnaient perdant. Alors rappelons quand même que c'est des sondages qui étaient basés pour la plupart sur les sympathisants et non pas sur les militants. Et puis, l'autre vainqueur, c'est Nicolas Sarkozy, dont l'ombre plane encore plus que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, il apparaît comme le seul à avoir été capable de tenir, certes parfois avec une main de fer, mais tenir quand même l'unité entre les différents mouvement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette élection en fait pose la question du leadership. Le leadership qui a changé de terrain, on l'a vu pendant la campagne, les candidats se sont positionnés en vue de 2017 pour la présidentielle. Et on voit aujourd'hui, avec la cacophonie autour des résultats, que le leadership ne se positionne non plus sur la présidentielle, mais sur l'avenir même du parti et l'avenir de l'UMP.
Affaire à suivre. Merci Aude et à très bientôt. C'est le clap de fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir la politique CNeT en VOD, réagir et commenter sur publicsénat.fr, Twitter et Facebook. Merci aux équipes de Public Sénat, Laurent Elkabach, Florian Cazzola et au coup de pouce de Jean-Philippe Lefebvre. À très vite pour un nouveau numéro de la politique CNeT.